Alors notre sujet du jour, l'objet de ce podcast, c'est le point de vue précis de Michel Foucault sur le socialisme ou le communisme. Sujet compliqué par le fait que ce communisme est en chemin et qu'il est difficile de juger d'une politique en cours de réalisation, sans le recul historique nécessaire. Cependant, Michel Foucault fait des remarques, des objections, des mises en garde, qui contiennent une certaine prudence et un certain intérêt pour nous. Il est vrai que la mise en œuvre des outils de pilotage du socialisme chinois se heurte à des difficultés. Les temps présents sont identifiés comme une phase de transition vers l'idéal communiste, compliquée par d'innombrables contradictions et antagonismes géopolitiques. C'est ce que Xi Jinping lui-même dit dans Assurer l'application du nouveau concept de développement dans le deuxième tome de la gouvernance de la Chine, pages 279 et 280, où il rappelle les 17 risques majeurs qui avaient déjà été énumérés par Mao Zedong lors du 7e congrès du parti, et qui avait été commenté avec la même gravité par Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao. Bon, eh bien, il est vrai que parmi ces obstacles, il y a la peur. La peur que suscite justement la mise en œuvre d'une doctrine de gouvernance socialiste. Et Michel Foucault va dans le même sens lorsqu'il affirme que le communisme ou le socialisme en marche vers ce communisme n'existe pas. Michel Foucault fustigeait les rêves et les réalisations socialistes. On peut le dire, je le cite, on peut le dire à bien des socialismes rêvés ou réels. Entre l'analyse du pouvoir dans l'État bourgeois et la thèse de son dépérissement futur font défaut l'analyse, la critique, la démolition, le bouleversement des mécanismes du pouvoir. Le socialisme, les socialismes, n'ont pas besoin d'une autre charte des libertés ou d'une nouvelle déclaration des droits, comme l'écrit Michel Foucault dans Crimes et châtiments en URSS et ailleurs, au Nouvel Observateur en janvier-février 1976. Et Michel Foucault continuait « S'ils veulent mériter d'être aimés, et ne plus rebutés, s'ils veulent être désirés, ils ont à répondre à la question du pouvoir et de son exercice. Ils ont à inventer un exercice du pouvoir qui ne fasse pas peur. Ce serait cela la nouveauté. » Fin de citation. Voilà, vous pouvez retrouver de tels propos aussi dans les 10 écrits, tome 3, texte numéro 172. Et Julien Pallotta rappelle que dans ses discours au Collège de France dans les années 80, Foucault a insisté par 2 fois sur l'épuisement de la subjectivité révolutionnaire par son intégration dans le parti. Donc on a chez Michel Foucault un argumentaire contre le Parti communiste chinois qui va dans le sens de celui que prend aujourd'hui Alain Badiou, pour citer en passant seulement ce philosophe sur lequel nous reviendrons. En ce qui concerne cet épuisement de la subjectivité révolutionnaire, c'est-à-dire cet épuisement de la révolution du peuple tout court, par son intégration ou sa récupération par un parti, je vous renvoie au texte de Michel Foucault tiré de l'herméneutique des cours au Collège de France de 1981-82, notamment le cours du 10 février 82. Je vous renvoie au Courage de la vérité, texte de Michel Foucault, dans Le gouvernement de soi et des autres, cours au Collège de France de 1984, notamment le cours du 19 février 1984. Donc toute notre question sera de savoir si la critique que contiennent ces textes de Michel Foucault, écrits dans les années de réforme et d'ouverture, et qui pourraient s'appliquer aussi aux décisions de Deng Xiaoping de juin 1989, est-ce que cette critique peut encore concerner les développements récents de la transition socialiste chinoise ? La doctrine Xi n'est pas lisse et ne fait pas consensus. Elle ne clôt pas les débats. Et je n'ai pas l'intention, encore une fois, de les clore moi-même. Et nous ne lisons nulle part, d'ailleurs, qu'elle prétende clore les débats. Aussi, laissons-nous
pour le moment à d'autres, juristes, politistes, économistes, le soin d'en juger selon leur spécialité s'ils le veulent, tout en sachant qu'aucune de ces spécialités ne produit sur la Chine de discours consensuels ou de jugements unanimes. Pour finir ce podcast sur une note un petit peu poétique, je dirais qu'à l'instar de cette vie qui, comme le disait Pascal, est à peine un peu moins inconstante qu'un songe, je vous renvoie à la pensée 386 des éditions Bruchwig de Pascal, la vie est un songe un peu moins inconstant, eh bien de la même manière la réalisation du rêve chinois déroute nos jugements et déborde la tentative d'explication systématique qu'en proposent les discours dominants sur la Chine socialiste, et tout particulièrement ceux qui s'appuient sur une méthode sociologique qui fait la part trop belle aux rumeurs, aux allégations, aux interviews, c'est-à-dire une méthode beaucoup trop vague, qui ne développe qu'une matière subjective et trop souvent invérifiable. Bon, c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte pour le moins brumeux et polémique, j'essaie d'avancer sur la base d'une méthode philosophique inspirée du comportement diplomatique de Leibniz et de la méthode du Spinoza politique, du Spinoza du traité politique, deux philosophes qui recommandent de ne pas juger mais de comprendre, ce qui va nous obliger à revenir au texte même de la doctrine du rêve chinois que nous avons besoin de comprendre.